Bienvenue dans le podcast À ta couleur. Moi, c'est Marie-Pierre, mais tout le monde m'appelle la voisine. Je t'accueille depuis ma maison jaune, au cœur d'un petit village rural où j'ai choisi de ralentir pour mieux écouter et mieux raconter. Très jeune, j'ai compris le pouvoir de ces récits qui touchent, qui nous rassemblent autour de quelque chose de plus grand que soi, puis qui nous donnent la permission d'être pleinement humain. C'est pas un hasard si j'ai étudié l'histoire. À l'époque, je pensais observer le passé, mais je me préparais surtout à ce que je fais aujourd'hui. Aider les entrepreneurs à fouiller dans leur propre histoire pour y trouver du sens, se révéler et apprendre à se présenter à partir des pépites qu'ils portent déjà en eux. C'est ça le storytelling introspectif, un pont entre la connaissance de soi et la communication. Ici, tu vas entendre mes réflexions en solo, puis des conversations complices avec des invités qui ont choisi d'aligner leur entreprise sur ce qui les habite profondément. Parce qu'au fond, ce qui connecte, c'est pas juste ton expertise, c'est qui tu es. Alors installe-toi sur ma galerie, puis laisse-toi inspirer. Salut à toi, bienvenue sur le podcast À ta couleur. Aujourd'hui, on va jaser d'une section de ton site web qui fait souvent transpirer les entrepreneurs, le fameux « à propos ». Pour en parler, j'ai le bonheur de recevoir Alex Martel, copywriter, stratège et copilote du cabinet des curiosités. Cette grande collaboration qui réunit plus de 100 petits produits pensés pour donner un coup de pouce concret aux entrepreneurs. Avec elle, on va parler de comment écrire une page à propos qui connecte vraiment, même quand t'as pas sauvé le monde. Et bien sûr, on va parler du cabinet des curiosités qui revient cette année. Salut Alex! Salut Marie-Pierre, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va bien aussi. Un peu fatiguée, mais de bonne humeur de jaser. De bonne humeur, j'adore ça, oui. Merci, Alex, d'avoir accepté mon invitation à venir jaser sur le podcast À ta couleur. J'avais envie de t'inviter parce que je trouve que tu incarnes parfaitement l'idée qu'on n'a pas besoin d'une épopée héroïque là, pour connecter avec les gens. Toi, tu as cette capacité-là de transformer, je veux dire, le quotidien, même une histoire de pizza ou de coupe menstruelle, en histoire captivante. D'ailleurs, t'ouvres ta propre section à propos sur ton site web, lesmotspourvendre.com, on le rappelle, en disant « T'es pas obligé d'avoir une histoire inspirante pour la rendre captivante ». Peux-tu nous expliquer pourquoi tu as choisi de commencer avec cette phrase-là? Puis qu'est-ce que ça révèle sur ta vision du storytelling? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'empêchent de faire du storytelling parce qu'ils ont pas une espèce d'histoire rags to riches, là, tu sais, l'espèce d'histoire classique, Rocky style, là, genre, oh mon Dieu, j'étais une pauvre personne sans moyens et complètement dépourvue, j'ai tellement affronté d'obstacles dans ma vie qui m'ont permis enfin, après maints et maints obstacles, de me retrouver où je suis aujourd'hui, tu sais. Ça met beaucoup de... Ça met un énorme fardeau, je pense, sur les épaules des gens de penser que c'est ça qui est nécessaire pour connecter avec les autres. Puis à travers mon expérience en copywriting, j'ai bien vu que, au contraire, des fois, être plus accessible puis raconter des choses auxquelles les gens peuvent plus facilement s'identifier, c'est bien plus puissant. Puis c'est ça que je voulais amener comme idée, ouais. Est-ce que tu crois que c'est ça, la vraie force d'une page à propos? C'est-à-dire de réussir à donner envie de lire, même si notre histoire est pas, là je vais mettre entre guillemets, extraordinaire. 100%. Tu sais, la page à propos, c'est souvent utilisé pour comme mettre le CV de la personne, Ouais. genre. Puis je trouve ça assez triste parce que c'est une des pages les plus visitées sur un site web, en fait. Sur plusieurs sites web, ça va être la deuxième page la plus visitée après la page d'accueil, tu sais, au niveau des clics directs que les gens font en naviguant. Fait que c'est quand même une page importante. Puis quand t'es copywriter puis qu'il y a une page qui est visitée comme ça, ben c'est une opportunité de convertir sur quelque chose, une opportunité donc de connecter avec les gens puis de leur donner envie de découvrir quelque chose ou d'aller dans une direction précise. Je trouve qu'il y a beaucoup de pages à propos qui deviennent du je vraiment boring, là. Très, très, très ennuyant, très lourd, une espèce de succession. Tu sais, on veut pas ton CV LinkedIn sur ta page à propos. Ouais. Est-ce que... parce que, tu sais, toi, t'as choisi vraiment de révéler des facettes très, très accessibles, tu l'as dit tantôt, très personnelles aussi de toi, de façon humoristique, tes peurs, ton amour de la bouffe. On voit bien sûr une grue qui est ton symbole par excellence, que les gens reconnaissent de toi. Pourquoi parfois c'est plus payant d'utiliser
ce type de contenu-là que de se la jouer professionnelle, comme tu viens de le nommer en faisant la référence avec LinkedIn, par exemple? Ben, tu sais, Qu'est-ce qu'on perçoit comme professionnel / corporatif? C'est quoi? C'est d'avoir un ton qui est moins familier, tu sais, qui est un peu plus... presque académique, des fois. Ça va être le vouvoiement, Et en fait, le fait d'adopter tout ça, ça va faire en sorte que tu vas perdre toute couleur. Et pour moi, et pour la plupart des bons copywriters, je te dirais, puis toi aussi, Marie-Pierre, tu sais, on sait très bien que les mots qu'on utilise, puis la personnalité que ça projette, ces mots-là qu'on utilise, ben ça fait partie de notre marque. Puis moi, ben ma marque, c'est pas une marque plate. T'sais, c'est pas une marque corporative. Donc, d'aller projeter ça à travers mes mots, ben ça me nuit plus qu'autre chose, en fait. C'est en dissonance totale avec ce que je veux projeter, puis les personnes que je veux attirer. Je pense aussi que quand on est solopreneur en particulier, la situation est encore plus importante, le choix est encore plus important parce qu'on va avoir tendance à créer notre contenu nous-mêmes. Puis si jamais on décide d'adopter une voix, justement, qui est très détachée, très corpo, on se coupe de la possibilité d'être plus authentique, spontané nous-mêmes dans nos contenus, puis ça peut venir jouer même sur l'inspiration, sur l'envie de créer. Fait qu'il y a quelque chose de très, très important pour moi dans cette idée-là que il faut se défaire de l'injonction d'écrire quelque chose qui sonne pro. Quand on sonne pas pro, on a plus de couleurs, en fait. Et ça va avoir plus de chances de résonner, d'attirer certaines personnes. Puis là, attention, là, tu sais, je veux pas dire que tout le monde est obligé de tutoyer, puis d'employer, par exemple, un ton qui est super agressif ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est des axes, puis il y a moyen de moduler aussi son message. Je pense qu'on peut faire un vous qui est très friendly, on peut faire très amical, très sympathique, tu sais, il y a moyen de trouver notre équilibre là-dedans, mais c'est important de le trouver, tu sais, cet équilibre-là, puis qu'est-ce qu'on veut projeter, en fait, tout simplement. Tu sais, je me rappelle la première fois que je suis tombée sur ta page à propos, justement, sur ton site web, le petit sourire en coin qui m'est venu naturellement, de me dire « Ah, j'ai du plaisir », tu sais. J'ai naturellement du plaisir à le lire, c'est le fun. Parce que, ben oui, tu l'as dit, ton à-propos, dans ton cas à toi, respire l'authenticité, la désinvolture aussi, assumée. Est-ce que ça t'est venu naturellement ou t'as eu à déprogrammer ce qu'on t'avait appris sur le bon marketing ou je dirais sur la façon d'écrire justement académique là, que tu nommais tantôt? Comment ça s'est passé pour Alex Martel? OK. Ça m'est vraiment pas venu naturellement, puis les gens sont très surpris quand je dis ça, mais dans ma formation en copywriting, je partage souvent les genres de textes que j'écrivais avant de m'intéresser au copywriting. En fait, j'ai étudié en droit, hein, donc j'avais un langage très académique, puis même, je te dirais, jusqu'au cégep, je parlais avec un accent à la française. Oh, que ça me gêne de raconter ça. Mais, ah ouais, vraiment, là, j'avais une espèce de complexe d'infériorité. Je viens d'un milieu plus ouvrier, puis pour moi, ça me permettait de signaler... Je sais pas, mais je voulais avoir l'air cultivé puis intelligent, finalement. Fait que j'adoptais un niveau de langage élevé tout le temps, tout le temps. Et il y a beaucoup de gens, surtout au Lac-Saint-Jean, qui pensaient que j'avais un accent français pour cette raison-là. C'était assez ridicule. Et j'ai fait ça jusqu'à 17-18 ans. Jour où j'ai eu un cours de linguistique au cégep, où j'ai lu les livres d'Anne-Marie Baudouin-Bégin, si je me trompe pas. Donc, La langue rapaillée, entre autres, tout ça. Puis là, j'ai comme réalisé à quel point j'avais une espèce de complexe d'infériorité de mon accent québécois qui était complètement ridicule. Et là, je me suis réapproprié mon accent, mes expressions. Donc, mon processus de me réapproprier la façon de parler qui est commune dans ma famille, dans mon milieu, était déjà en cours. Par contre, à l'écrit, j'avais encore tendance à écrire de manière très académique, veux pas à cause du droit. Et je te dirais aussi... le truc que j'ai dû le plus travailler en copywriting, c'est que j'avais de la misère à être imagée puis viscérale dans les mots que j'utilisais. Je suis quelqu'un qui a un cerveau très cartésien factuel, puis des fois, j'ai tendance à juste donner les faits, puis ça venait pas chercher les gens au niveau émotionnel. Et le fait d'adopter le tu, le fait d'adopter le je, le fait d'adopter un ton
plus familier, c'était quelque chose de réfléchi pour moi. Alors, ce qui est arrivé, c'est que je me suis formée au copywriting et je suis arrivée à la conclusion que c'était ce qui allait le mieux fonctionner. Donc, il a fallu que j'apprenne à le faire. Ce qui fait que je trouve ça très intéressant quand j'enseigne le copywriting à des gens, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour moi, c'était inné. Mais ça l'était pas du tout. C'est de la pratique, de l'apprentissage, puis c'est un choix conscient de tutoyer dans mon brand, puis d'adopter ce ton-là, en fait. Fait que t'es vraiment en mesure de bien comprendre d'où qu'ils partent aussi, que certains ont peut-être le même chemin à suivre que tu l'as eu à l'époque. 100%. 100%, puis je vois vraiment... D'ailleurs, c'est comme ça que je débute là, dans Maîtrise de la rédaction persuasive. J'assigne tout le temps une espèce de profil aux gens parce qu'à force de former des gens en copywriting, j'ai comme remarqué que t'as des gens qui ont plus le profil que j'avais. Fait qu'ils sont très cartésiens, très bons pour pick-up les structures, tous les modèles mentaux qu'on utilise en copywriting, les formules, s'intéressent aux leads, qu'est-ce qui fait qu'un bénéfice va fonctionner ou pas, tout ce qui est très technique, là, ils vont pogner ça hyper facilement. Leurs pages sont toujours bien structurées. Quand ils font des publications sur les réseaux sociaux, c'est clair c'est quoi le call to action puis où ils veulent aller. Moi, j'étais ce profil-là. Ce profil-là, ce qu'il faut leur apprendre, c'est à se détendre, à se relâcher puis à donner de la couleur à ce qu'ils écrivent. Mais t'as un autre type de personnes, moi, je les appelle mes créatifs perdus, là, mais comme, tu sais, ils ont plein d'idées, il y a déjà une voix naturellement dans ce qu'ils écrivent, ils vont avoir tendance déjà à donner beaucoup, beaucoup de couleurs, sauf qu'au contraire, il n'y a pas de fil directeur, ça va dans toutes les directions, même si ça a l'air authentique, il n'y a comme pas assez de structure puis de réflexion sur où est-ce que je veux amener mon lecteur, et ces gens-là ont à apprendre à se structurer, et puis c'est tellement intéressant de voir un peu où ton client se situe par rapport à ça, puis toi, comme copywriter, qu'est-ce que tu vas l'aider à développer puis à aller chercher, là, tu sais. C'est drôle, je reviens à quelque chose que tu as dit par rapport à tes études en droit, comme quoi peut-être la façon qu'on apprend peut-être en droit à écrire, ou les textes aussi qu'on va lire sont très, je dirais pas lourds, académiques, mais du moins avec une forme plus vraiment pro. Puis je confirme à 100% ce que tu dis. Mon chum est en droit et c'est un des sujets parfois qu'on a de conversation, effectivement. Ouais, on est à des années-lumière, là, vraiment. Puis c'est ça, on n'a pas la même clientèle cible non plus, hein. Ils s'adressent à des juges, à des avocats, on est ailleurs, tu sais. Mais sortir de ça, j'avoue que ça demande peut-être une certaine reprogrammation. Je sais pas, neuro, genre peut-être loin dans le cerveau, mais tu sais, du moins, ça demande une certaine reprogrammation. Oui, ça demande un lâcher-prise, puis de se donner la permission, en fait, de le faire, puis de réaliser, des fois, de défaire aussi notre propre association. C'est sûr que si toi, en tant que personne, tu trouves que quelqu'un qui tutoie, c'est pas professionnel, ça va être difficile pour toi de le faire. Tu sais, je donne l'exemple pour le tutoiement. Puis là, rendu là, je veux dire, il y a aussi une notion de qui tu veux attirer. Tu sais, moi, je me changerai pas, là. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup me sentir relax et décontracté. Je donne mes conférences en coton watté puis en espadrille, peu importe où je vais. Donc, j'ai besoin d'attirer une clientèle, même quand je me retrouve à des colloques puis des trucs un peu plus formel ou corporatif, ben il faut que ce soit un public formel, corporatif, qui est prêt à accepter que je détonne comme ça. C'est arrivé à deux reprises différentes que deux hommes assez âgés différents me disent « Toi, t'es vraiment une bibite, hein, mais j'aime ça. » Puis les deux ont utilisé le mot « bibite », puis ça m'a vraiment fait rire parce que je pense pas que je suis une bibite aux yeux de ma clientèle cible, tu sais, mais dans le contexte corporatif, je détonne vraiment beaucoup. Puis ça m'empêche pas d'avoir des contrats corpos de conférences et tout ça. Là. Faut arrêter de capoter. Ouais, puis je pense, en tout cas, tu m'as déjà avoué que t'aimes ça. C'est quelque chose qui te nourrit aussi, hein, de faire cet effet de surprise-là. J'adore ça, puis plus je suis dans un milieu qui me ressemble peu, plus c'est corpo, plus c'est stiff, l'endroit où je vais, plus c'est un plaisir pour moi de déranger, un peu surprendre. Tu sais, je sais que le contenu que je donne est à la hauteur. Puis il y a quelque chose de très satisfaisant à venir défaire les a priori des gens sur toi. J'adore. Dans ton travail de copywriter, t'aides les gens à vendre avec leurs mots. Est-ce que tu trouves que de se vendre soi-même, c'est ce qu'il y a de plus difficile? Oui, définitivement. Je veux dire,
quiconque a déjà vendu quelque chose en affiliation sait à quel point c'est le fun vendre quelque chose qui a été fait par ton ami, mettons, que t'aimes. Tu sais, je vends, je sais pas moi, Brio de Rosalie Côté. Rosalie, c'est mon amie, je l'aime, puis tout ce qu'elle fait, c'est de l'art, tu sais. Donc, parler de Rosalie, dire à quel point Rosalie est exceptionnelle, puis que tout le monde devrait acheter son truc, relax, là, c'est vraiment facile. Parler de soi, ça peut nous faire sentir condescendant, hautain, venteur. Il y a beaucoup de personnes pour qui ça va être plus difficile, mais ça fait partie de notre travail en affaires, hein, d'apprendre à se vendre. Et, à se connaître. Ouais. Et à Puis mieux se je pense que le shift, justement, du « je » au « tu » ou au « vous », tu sais, de parler à la deuxième personne, ça aide vraiment à se défaire de ça. C'est-à-dire que c'est sûr qu'écrire une page à propos en mode CV, j'ai fait telle affaire, 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 t'as l'air suffisant un peu, puis c'est lourd. Mais si dans ta page à propos, tu écris à quelqu'un, tu t'adresses directement à ton lecteur, ben là, ce que tu racontes sur toi, tu le fais pour connecter, puis ça change la posture, tu te sens plus dans une conversation, en fait, et ça va rendre ça beaucoup plus facile. Ouais. Super intéressant ce que tu dis. Dans mon univers, Alex, je parle souvent des pépites de connexion, dont les valeurs, les fameuses valeurs font partie. Bon, il y en a plein d'autres, mais celle-ci est au cœur même des pépites de connexion dans mon univers. Toi, à quel moment tu t'es rendu compte de la force que peuvent avoir nos valeurs quand on les incarne dans notre entreprise? Y a-t-il un moment que c'est apparu? C'est apparu à un moment 100%. donné, hein? C'était pas dès le départ. Non, 100%. En fait, c'est autour de 2019 à peu près, précisément. J'ai fait une retraite avec Stéphanie Forgue à l'époque, qui maintenant est plus en affaires. Steph, à l'époque, faisait des retraites qui s'appelaient « Moi au cœur de mon succès ». Et moi, j'y allais beaucoup pour travailler mon rapport à l'argent, là. Tu sais, j'étais beaucoup là-dedans. Ouais, j'avais beaucoup d'affaires à travailler à ce niveau-là. Et il y avait un exercice pendant Moi au cœur de mon succès qui concernait nos valeurs. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que mes valeurs étaient pas présentes dans mon entreprise. Fait qu'on remonte, évidemment. Moi, j'ai commencé à parler de copywriting autour de 2016. J'ai acheté mon domaine en 2017, mettons. À ce moment-là, personne parle de copywriting en français, sauf Stan Leloup. Donc, il y a Stan Leloup puis il y a moi sur Internet qui parle de copywriting. Et donc, mon contenu est très en mode comment faire, en fait. Tu sais, je donne des trucs. Et à l'époque, ça fonctionnait très bien de donner des trucs, mais je fais l'exercice à la retraite et là, ça me frappe à quel point mes valeurs sont pas présentes. Et au retour de cette retraite-là, j'ai écrit « Personne veut lire ton maudit e-book », qui est un texte... Il y a des choses qui ont bien vieilli de ce texte-là, il y a des choses que j'écrirais différemment aujourd'hui, mais ce que je peux pas y enlever, c'est que c'est un texte qui m'a généré littéralement des centaines de milliers de dollars, genre 300 000 au moins, là, qui vient directement de ce texte-là. Donc, quand Quelle bougie d'allumage, quand même! Ah ouais, tu sais, est-ce que les valeurs, c'est quelque chose qui peut résonner, puis amplifier ton message, ton expertise, ce que tu as à dire 100%, là, quand ça a vraiment changé la direction de mon entreprise, ce texte-là, tu sais. Wow! Donc, tu as eu une espèce de prise de conscience assez forte à cet atelier-là. Ouais, puis en même temps, ça s'est passé au même moment que, tu sais, moi, au début, je voulais faire de l'argent, je m'en suis jamais cachée, là. Moi, je veux dire, j'habitais en colocation avec mon frère, là, quand j'ai lancé mon entreprise, puis mon but, c'était de sortir de cette situation. Genre, je vivais sur les prêts des bourses, là, tu sais, fait que mon premier but, il était financier, tu sais, je veux dire, ça me passionnait le copywriting, mais je faisais ça en mode hustle, là. Moi, j'allais faire du cash, là, avec ma nouvelle affaire, là, tu sais. Puis... à cause de ça, surtout au début, puis en me formant, tu sais, il faut se dire qu'à l'époque aussi, je me formais que auprès des copywriters américains, puis du côté américain, maintenant, il y a un peu plus mon approche à moi qui est répandue, mais à l'époque, c'était très bro, là. Puis j'acceptais un peu n'importe quoi comme client, là. Marie-Pierre, c'est assez terrible. Puis au même moment où j'ai eu la retraite, puis j'ai écrit « Personne ne veut lire ton maudit book », je sortais d'une situation avec un client français qui s'était vraiment mal passé, puis où, là, pour la première fois, mes valeurs avaient clashé avec le client assez pour que je me sente tout croche, là. Tu sais, c'est le client qui m'avait demandé d'ajouter des filles et des voitures, là, dans mes textes. Dieu, OK, j'ai l'image.
Mot pour mot. Mot pour mot. Il Ah, m'a OK! dit, C'est une tu fais pas... citation! Oui, oui. Il m'a texté sur WhatsApp. On se parlait sur WhatsApp. Ça fait pas assez rêver, ça manque de filles et de voitures. Ceci n'est pas une blague. Oh Et là, mon je me suis Dieu! dit, je peux pas écrire pour cette personne-là. Qu'est-ce que je fais dans cette situation-là? Mmh. Faut que je change mon marketing pour attirer des personnes pour qui j'ai envie d'écrire, en fait. Là. Ça a été le déclic à ce moment-là. Ouais. Aïe, aïe, aïe! Wow! Ah, Ouais, ouais. puis c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs, malheureusement, c'est dire que au départ, tu sais, ce que tu nommes, là, moi, personnellement aussi, je l'ai déjà vécu, tu sais, c'est-à-dire tu Ouais. sais, dans mes premières années d'affaires où je me suis lancée, 2020, 2021 dans mon cas, j'avais la fâcheuse manie d'accepter pas mal tous les projets qui rentraient parce qu'à cette époque-là, j'avais peur d'en manquer. Je venais de faire le grand saut de 11 ans de travail dans le milieu municipal. On s'entend, tu sais, c'était très cadré, ouais, c'était stable, tout ça. J'avais un fonds de pension, j'avais mes vacances, tout ça. J'ai fait le grand saut, donc j'ai commencé en affaires en ayant cette peur-là d'en manquer. Donc, j'ai accepté tout ce qui s'est présenté à moi, tu sais, des clients qui ne fitaient pas aussi, bien sûr, avec mon essence, mon énergie, puis ce que j'avais envie de créer, tu sais, en gestion de médias sociaux à l'époque. Puis maintenant, c'est drôle, là, je m'amuse à dire mon Gaétan. Ça, c'est un client Gaétan, parce qu'il s'appelait Gaétan, ce client-là. Le fameux client qui ne fit pas, qui fait faire cette prise de conscience-là aussi, tu sais, justement, de faire comme, ouais, OK, ça marche pas avec moi, tu sais, justement. Fait que c'est ça, tu sais, une page à propos aussi, quand elle nous colle à la peau, je vais dire ça comme ça a cet avantage-là de faire un tri, on va dire, une espèce de tri naturel là, qui est nécessaire, tu sais. Voilà, puis ça, il y a peut-être une notion de... Tu sais, les personnes qui veulent plaire à tout le monde, là, ça les empêche de faire du bon marketing. C'est exact. un fait, là. Je pense qu'à un moment donné, il faut... tu sais, si tout le monde t'aime, ton marketing n'est pas très fort. Puis c'est faut accepter de déplaire. Faut accepter que... Voilà. Mais oui, effectivement. Puis ça veut pas dire de faire des controverses tout le temps pour rien ou quoi que ce soit, mais accepter... Tu sais, si tu veux vraiment plaire à tout le monde, c'est vrai que tu plairas à personne. Là. Genre, tu vas être tellement consensuel dans tout ce que tu fais, puis le but du marketing, c'est de se démarquer, tu sais. Clairement. Clairement. Tu l'as dit tantôt, ton entreprise, elle existe depuis, 2016, officiellement 2017, avec l'achat de ton nom de domaine. Ouais. Comment Alex Martel se raconte différemment aujourd'hui par rapport à ses débuts en affaires? As-tu vu une évolution, j'imagine? Ben, tellement. Tellement. Ce qui a le plus changé, c'est pas tant moi que le regard que les gens ont sur moi, je te dirais. Ça a été bizarre puis drôle à vivre parce que quand j'ai débuté, j'avais une petite communauté puis j'étais très très proche de ma communauté et je documentais beaucoup tout ce qui m'arrivait, tu sais, la première fois que j'ai fait catching, les premières fois que j'ai fait un webinaire, tu sais, il y a beaucoup de gens qui m'ont suivi comme ça puis qui sont encore là d'ailleurs, qui étaient là dans toutes les premières étapes. Puis quand t'es encore dans ces premières étapes-là, t'as un avantage compétitif de persuasion que tu ne réalises pas au moment où ça t'arrive, qui est que t'es très proche de ton audience. Si tu cibles des entrepreneurs comme moi, en tout cas. Tu sais, les gens se reconnaissaient beaucoup dans ce que je faisais, où je voulais aller, puis quand je réussissais quelque chose, ben pour eux, c'était une preuve qu'ils pouvaient faire la même chose. Donc, ma manière de communiquer, c'était tout simplement d'expliquer ce qui m'arrivait. Tu sais, c'était très simple, puis les gens pouvaient connecter à ça. Ce qui arrive, c'est que quand t'atteins une certaine forme de succès, puis je mets ça entre guillemets parce que le succès, c'est propre à chacun, mais quand les gens ont la perspective que t'es big, là, oh mon Dieu, Alex, il y a là une giga infolettre, 20 000 abonnés sur LinkedIn, tu sais, ben là, au lieu de donner des permissions aux gens quand tu parles de ce que tu fais, puis au lieu de leur faire dire dans leur tête « Hey, moi aussi, je pourrais le faire », ils disent « Oui, mais tu sais, Alex, grosse communauté. Oui, mais tu sais, Alex, tu sais, tu deviens une excuse, en fait, pour ne pas passer à l'action. » Au lieu d'être une inspiration. Puis ça nécessite plus de job de persuasion. Parce que quand tu veux convaincre les gens d'essayer quelque chose, ben tu dois leur faire croire qu'eux aussi sont capables, puis que non, le fait que toi, tu sois dans X situation, puis pas eux, tu sais, il faut que tu parles plus des succès de tes clients, il faut que tu parles plus des succès de... Tu sais, c'est pour ça que j'ai beaucoup parlé de Rosalie, justement, que j'ai mentorée pendant un bout à travers toutes ces étapes, parce que c'était le fun pour moi de pouvoir parler de quelqu'un à qui les gens
peuvent encore s'identifier sans se donner des excuses. Fait qu'il y a ça qui a beaucoup changé dans ma manière d'aborder ce que je raconte et tout. Maintenant, je réalise à quel point ça... J'essaie d'anticiper les objections et les excuses que les gens vont se mettre dans leur tête quand je raconte des choses. Fait que ça. Je te dirais aussi, je fais plus attention à ce que je dis. Au début, j'ai pas pris conscience assez vite de l'impact que ça peut avoir, même d'avoir une plateforme. Tu sais, je suis pas une plateforme gigantesque, là, je suis pas Taylor Swift, là. Mais si j'ai même une opinion maintenant, j'ai suffisamment une grosse audience pour que ça puisse créer des vagues puis amener des conséquences que j'avais pas anticipées. Par exemple, quand j'ai quitté les réseaux sociaux, ça a parti des discussions dans plein de groupes de GMS, là, tu sais. C'est vrai. Puis je veux dire, moi, c'était pas mon intention, genre, moi, c'était pas mon but, là, de créer cette peur-là ou quoi que ce soit. Donc, je fais plus attention à ce que je dis qu'avant. Je fais plus une distance aussi entre ce que je pense, que je crée, je me laisse plus de buffer, je réfléchis plus avant de créer maintenant, puis de publier surtout. Fait que y a ça qui a beaucoup changé. Mais sinon, tu sais, je pense qu'au final, je suis restée moi-même, là, je suis une personne qui a un côté enfantin, qui aime rire, mais qui a aussi un côté très scientifique, factuel. J'aime ça, parler d'affaires profondes. Donc ça, c'est sûr, ça n'a pas changé, puis j'espère que ça changera jamais. J'adore ça que tu parles. Je reviens sur quelque chose dont tu as nommé, de passer du fameux « moi aussi ». Cette identification-là qu'on peut avoir envers des créateurs, des personnes qu'on suit, sentir qu'on est, je veux dire, à la même place, ou en tout cas du moins qu'on pourrait y accéder, qu'on est proche, qu'on pourrait y accéder nous aussi, là, tu sais, comme du bout des doigts, là, qui en manque pas gros, puis que à l'excuse. Puis quand tu l'as nommé, t'as levé les yeux au ciel, tu sais, quand on va dire « Ah, tu sais, on sait bien, tu sais, moi, je pourrais jamais accéder à ça, tu sais. Toi, t'es Alex Martel. » Tu sais, cette fameuse prise de conscience-là, hey, c'est tout un déplacement, un changement dans la façon de communiquer ensuite. Puis, ouais, j'imagine que ça a pris un certain temps avant de prendre conscience de ça, puis de voir ça, tu sais, à quel moment, tu sais, pouf, ça a passé de un à l'autre. Puis, ça m'amène une question. Dirais-tu que que t'es un créateur de tendance ou de... Parce que ce que tu nommais, là, la référence que tu disais, les GMS partout se demandaient, mon Dieu, ça s'est mis à jaser. Puis moi, je me rappelle, pour avoir vu ça passer, que ce qui jasait aussi, c'était « Doit-on quitter les médias sociaux? » Ben oui. Doit-on faire comme Alex Martel? Hein? Ouais, ça n'a pas de bon sens. Ça me fait capoter de penser à ça. Mais je te rappelle ça. C'est sûr que oui, dans un sens, tu sais, puis j'ai bâti ma business dans ce sens-là. Tu sais, moi, c'est ce que j'aime, puis j'en parle souvent. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que d'avoir une business comme la mienne, d'infoproduits, c'est genre super payant puis quoi que ce soit, mais moi, je pense que tu peux faire plus d'argent plus vite en restant en service, genre, honnêtement. Puis je pense que si j'étais restée copywriter, au point où j'en étais, j'avais une grosse liste d'attente. Je faisais des mandats à genre 15-20 000 $ l'achat, tu sais, ma vie irait bien. C'est juste que j'étais misérable dans une business de service parce que moi, ce que j'aime, c'est jaser, puis c'est surtout propager mes idées. Tu sais, j'aime ça quand les gens... Je suis pas quelqu'un qui va dire « Oh mon Dieu, telle personne a repris mon concept, c'est bien terrible. » Tu sais, j'aime ça, voir mes idées puis mes prises de position se répandre. C'est comme une forme de paye pour moi, ça aussi. Genre, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Donc, oui, je pense qu'à cette heure, j'ai une certaine influence dans mon petit milieu niché du marketing au Québec. Et j'aime ça. Et j'aimerais que ce soit encore plus. Je vais y aller comme ça. Mais j'ai pas non plus la prétention de penser que tout le monde me connaît, puis que, tu sais... C'est juste, oui, définitivement. Puis, tu sais, je travaille pour ça, puis j'ai le modèle d'affaires pour ça, puis tout mon contenu, puis tout ce que je fais va dans ce sens-là, finalement. Tu sais, moi, je fais ce que je fais parce que j'aime ça, répandre mes perspectives, puis mes idées, puis mes concepts. J'adore. Alex, on a beaucoup parlé
de ta façon d'aborder, bon, on va dire la section à propos, comment se présenter, comment ça s'est passé pour toi, l'évolution aussi à travers les années. Mais j'aimerais aussi qu'on prenne un moment pour parler d'un autre projet qui te tient à cœur, puis qui rassemble des centaines d'entrepreneurs, 124, pour être plus précis, cette année. C'est ça, hein? Oui, à moins que ça ait bougé depuis. Peut-être on va être à 123, 125, mais... Bon, plus ou moins un, deux. On peut se dire ça. Plus ou moins un ou deux. Le cabinet des curiosités qui se déroule en ce moment même, là, à l'heure où l'épisode sort, jusqu'au 2 octobre prochain. C'est un projet collectif dans lequel j'ai d'ailleurs glissé mon propre petit produit, la fonderie, qui est un outil d'introspection guidée qui aide les entrepreneurs à identifier ce qui les rend uniques, puis à le couler dans un texte à propos mémorable. J'aimerais t'entendre sur cette deuxième édition-là du cabinet des curiosités. Qu'est-ce que toi, personnellement, tu trouves le plus satisfaisant à voir émerger cette année? Oh, mon doux, le cabinet, c'est tellement un gros projet, puis on met énormément d'énergie là-dessus, hein. Mais je pense que cette année, ce qui m'a le plus plu, c'est de voir les anciens de l'année dernière qui reviennent, puis qui ont décidé, sans même qu'on leur demande de s'impliquer pour les autres. Je pense entre autres à Julia de J&J, Rosalie puis Valentin, qui ont fait tout un programme d'accompagnement parrain-marraine du cabinet pour aider les personnes qui ont des plus petites communautés, tu sais, à profiter de leur lancement, puis à se fixer des objectifs qui ont de l'allure, puis à performer en fonction de eux ce qu'ils souhaitent dans ce lancement-là. Moi, l'entraide qui se crée dans ce projet-là, les collaborations... C'est vraiment quelque chose qui vient me chercher, puis c'est probablement, moi, la chose qui a le plus fait croître mon entreprise, les collabs, là, tu sais. Je serais pas où je suis en ce moment sans Catching, puis sans Charles, puis sans toutes les personnes que la vie a mis sur mon chemin. Fait que de me dire qu'il y a peut-être des entrepreneurs qui vont rencontrer un partenaire de projet ou un collègue, tu sais, avec qui ils vont rester en contact peut-être pendant des mois ou des années après le cabinet, c'est extrêmement satisfaisant pour moi, ouais. Le pouvoir des relations interpersonnelles, je ne peux que rebondir là-dessus parce que j'y crois profondément. C'est d'ailleurs, disons, un des appels que moi, personnellement, j'ai eu par rapport au cabinet des curiosités. Cette espèce d'énergie-là, on va dire, perçue, parce que, bon, moi, j'ai pas fait la première édition, donc cette énergie-là perçue, hein, du behind the scenes, puis comment ça se passait entre les bonnes délistes, wow, moi, ça m'a beaucoup tiré cette énergie-là. C'est un objectif comme prioritaire pour moi à travers le cabinet, là, justement. Ah, j'adore. Non, mais c'est vraiment ça. C'est une occasion de rencontrer plein d'experts, expertes dans toutes sortes de domaines, puis des fois de côtoyer aussi des gens qui ont peut-être une beaucoup plus grosse communauté que la tienne, de leur montrer de quel bois tu te chauffes un peu à travers le lancement et tout, tu sais. Moi, j'adore ça. J'adore ça, puis on est tellement plus grand en groupe comme ça, on est tellement capable de faire des choses qu'on n'arriverait pas à faire par nous-mêmes, tu sais, c'est assez savoureux. C'est assez savoureux. T'as nommé tantôt l'entraide, quelque chose qui te parle énormément, puis qui t'attire, puis j'oserais même dire, peut-être un mot un peu plus fort, mais cette solidarité-là qui se crée. Ce que je trouve, moi, génial aussi du cabinet, c'est la diversité, les approches. Il y a des outils stratégiques, il y en a d'autres outils qui sont plus introspectifs, hein, qui apprennent d'ailleurs à mieux se connaître en tant qu'entrepreneur, ce qui est un avantage très intéressant, comme mon petit produit La Fonderie. Est-ce que tu crois que c'est justement ça qui rend le bundle si pertinent, la possibilité de créer son propre parcours d'évolution? C'est sûr que moi, c'est ça que je voulais reproduire. Tu sais, je l'ai mentionné souvent, les gros bundles comme ça, il y a peut-être 1 an ou 2, même aux États-Unis, c'était extrêmement populaire. Là, il y en avait plein. Puis c'est le produit que j'achetais le plus. Parce que moi, j'ai un esprit curieux, tu sais, puis... Comment je dirais ça? Tu sais, on entend souvent « Ah, il n'y a pas de recette toute faite, blablabla. » Moi, j'adore les recettes toutes faites, OK? Puis ce que j'aime des recettes, c'est pas recopier la recette, c'est voir « OK, c'est quoi la recette de cette personne-là? » Puis qu'est-ce que je vais adapter de cette recette-là à mon moi-même? Puis je pense que le meilleur moyen de trouver sa recette, ben, c'est d'explorer plein de recettes, finalement. Puis pour être quelqu'un qui fait beaucoup de pâtisserie, je vous confirme que, tu sais, c'est comme ça qu'on devient créatif, je veux dire...
si tu suis pas une recette au début, quand tu fais de la pâtisserie, là, ton gâteau, il va être plat, là, tu sais, ça fonctionnera pas. Fait que d'avoir accès comme ça à plein d'approches, de stratégies, de façons de faire, de personnes qui ont différentes perspectives, différentes valeurs, différentes expertises, c'est extrêmement riche, je trouve. Même si tu ouvres un produit et tu te rends compte « Hey, ça, finalement, c'est pas pour moi, celui-là », ben ça t'a appris quelque chose. Comme, tu sais, il y a de quoi de vraiment précieux là-dedans, et c'est ce que j'essayais de créer comme expérience, puis je pense que c'est un des trucs les plus cool du cabinet, c'est qu'il y a des trucs super... bon, je m'excuse auprès de nos quelques hommes, on les salue, on a quand même plusieurs hommes dans le oui, cabinet. parce qu'il y en a, là. Ils sont peu nombreux, mais ils existent. Ah ouais, ben là, puis cette année, on en a plus, là. Ouais. on a quand même des dudes, là, on a des gars. Puis on a des gars, des fois, qui ont des approches plus... hustle, masculine, il y en a d'autres que non, tu sais, mais on en a une couple, là, que... Puis, c'est pas nécessairement le genre d'approche qu'on voit beaucoup dans les cercles plus féminins, où c'est genre, slowpreneuriat, puis tout ça. Puis moi, de penser que l'audience de cet homme-là va être exposée à Laure Dodier, mettons, qui est ma slow boîte, va être exposée à des gens qui ont des approches complètement différentes, et vice-versa. Je trouve ça riche et délicieux. Genre, en faisant des collaborations larges comme ça, on sort les gens de leur chambre d'écho, puis on leur donne des nouvelles perspectives, puis moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Puis je pense que ça se voit dans mon entourage entrepreneurial à moi aussi, tu sais, je côtoie et je fréquente des entrepreneurs très différents les uns des autres, qui n'ont pas nécessairement la même vibe, les mêmes valeurs, la même façon de parler, de s'exprimer, les mêmes buts, les mêmes objectifs. Puis je trouve ça riche, puis c'est ça qui me permet de confronter mes propres perspectives, puis d'enrichir mes propres perspectives. Fait que je voulais créer ça aussi avec le cabinet, un contexte comme ça où on peut faire collaborer des personnes qui collaboreraient peut-être pas ensemble aux premiers abords. J'adore, j'approuve ce que tu dis, puis pour avoir acheté le cabinet l'an dernier, j'ai beaucoup aimé justement la diversité des approches, mais aussi le fait que il peut y avoir 1, 2, 3, 4 entrepreneurs qui ont une expertise dans le même domaine, qui ont des petits produits similaires des fois, mais que quand on rentre dedans puis qu'on comprend l'approche, je vais comme aïe aïe, ok, c'est très complémentaire. On est parfois à des années-lumière. Si je pense entre autres au storytelling, par exemple, moi, j'ai vraiment une approche très introspective où on va plus en profondeur avec un univers qui m'est propre, avec mes pépites, ma mine d'or, la fonderie, on est là-dedans, tu sais. Alors que si on va vers un autre, ça va être complètement autre chose. Ouais. On parle pourtant de storytelling, tu sais. Mais c'est intéressant parce que ma vibe, comme tu dis, peut fitter mieux aussi avec un type de personnalité qu'un autre. Puis au final, ben, on veut tous, si on veut accompagner à être meilleur en storytelling, là, tu sais. Ben, puis des fois, c'est dans même le format, je dirais. Tu sais, dans le sens... peut-être que l'approche pédagogique d'une personne est juste plus compatible avec toi. Tu sais, moi, mettons, j'aime pas tant les vidéos. Fait que, tu sais, dans le cabinet, là, il y a plein de petits produits que c'est plus des gabarits ou des outils, ou des fois, on a même des trucs audio, ou tu sais, des formats un peu écrits, ou qui font changement un peu des vidéos. Moi, ça me plaît beaucoup, tu sais, mais il y a d'autres personnes qui vont triper, là, sur le fait d'avoir des petites vidéos. C'est tellement... C'est pour ça que c'est le fun, la richesse puis la diversité dans la vie. Peu importe le contexte, là, c'est tout le temps bien d'avoir plus de diversité parce que on a tous des goûts puis des préférences différentes, puis ça fait partie de la vie, là. Puis peut-être que si en entrepreneuriat, au lieu de tout le temps être en train de critiquer les approches les uns des autres, puis c'est quoi que les autres font donc de pas correct, puis tout ça, ben on appréciait un peu plus nos différences, ben on aurait un milieu plus collaboratif et plus zen. Clairement. Amen. J'ai envie de dire ça. Oui, wow. Quelle bienveillance. Absolument. Puis je terminerais par rapport à ça en disant, il y en a pour tous les goûts, là. Il y en a pour tous les goûts. Ah ouais. C'est vraiment, c'est impossible d'acheter le cabinet puis sur 124 plus ou moins 2, pas avoir au moins un produit qui vibre pas avec toi, là, tu sais. Tu sais, je veux dire, j'enlève rien à l'année passée, on avait vraiment une cohorte extraordinaire, c'est les gens qui nous ont fait confiance la première fois, pis tout, mais cette année, on a tellement eu de choix dans la sélection des produits. Tu sais, on a fonctionné par candidature, on a eu 500 quelques, presque 600 candidatures. Quand même. Comme... Veut pas, ça nous a permis de faire un filtrage vraiment intéressant au niveau des thèmes, au niveau des formats, au niveau des sujets. On a vraiment essayé de créer le bundle le plus coloré, éclectique possible, puis je pense qu'on a réussi à faire de quoi de vraiment cool. Puis d'ailleurs, j'étais très contente que tu acceptes notre invitation puis que tu t'en viennes avec ton petit produit.
Plaisir tellement partagé, Alex. C'est moi qui te remercie. Puis j'ai envie de poursuivre toujours par rapport au cabinet, mais tu sais, on parle de vibes, de comment ça nous attire, certaines vibes d'entrepreneurs ou univers. Pour toi, qu'est-ce qui fait qu'un petit produit laisse vraiment une trace, mais tu sais, au-delà du résultat concret, là, tu sais, dans la façon dont on se sent, dont on se positionne comme entrepreneur, qu'est-ce qui fait qu'un petit produit va vraiment laisser une trace? Là, je suis plus dans le Je ressenti, hein, que pense... dans le concret, là. Ouais, j'aime Je ça. t'amène là! Mais je pense que ça va beaucoup avec les gens qui font les choses à leur façon. Tu sais, Mm. finalement, moi, ce que j'aime dans la vie, c'est être surpris, c'est être émerveillé un peu, genre tu sais, quelque chose de... En anglais, je dirais delightful, là. Tu sais, là, quand t'as l'espèce d'émotion de «Oh, c'est cool, ça». Puis souvent, ça vient du fait que les gens font quelque chose qui est très calqué sur leurs valeurs, sur leur personnalité, tout ça. Tu sais, si je pense, là, au moment où le podcast va sortir, les produits vont être annoncés. Fait que j'ai le droit de parler des produits. Hein? Oui, on a le droit. Oui, on est le 22 septembre aujourd'hui, On est le théoriquement. 22 septembre aujourd'hui, donc T'as le j'ai le droit. droit de parler des produits. Mais tu sais, de voir, mettons, quelqu'un comme Lucie de Créacoa, comment elle a bâti son... Tu sais, Lucie, c'est quelqu'un qui adore dessiner, qui fait des tutoriels sur Procreate, tout ça, puis qui a une marque vraiment très friendly, puis tout l'espèce d'accueil qu'elle a préparé pour ses clients. Tu sens vraiment sa personnalité, puis qui elle est dans la manière dont elle accueille les gens dans son petit produit, tu sais. Fait que je pense que c'est drôle parce qu'on fait comme une boucle avec le début de notre épisode, mais ça revient à est-ce qu'on sent qui a fait le produit? Tu sais, c'est bien beau de me donner un template Notion, mais de me sentir accueilli par un humain, puis d'avoir des indices sur c'est qui cet humain-là, c'est sûr que pour moi, c'est ça qui va rendre le produit plus mémorable. C'est clair. Je suis allée zioter plusieurs petits produits quand même, là, à l'heure où on se parle, puis j'ai tellement aimé voir certains produits, justement, où cet accueil-là était rempli d'histoire, d'ailleurs, de storytelling pour certains. J'ai trouvé ça magnifique, j'ai trouvé ça le fun. J'étais allée voir ça, puis je me disais « Ah, wow! » Je trouvais ça très inspirant. Il y en a qui ont usé vraiment, là, c'est ça, qui ont mis de leur personnalité, qui ont mis de leur couleur. Bon, pour pas faire de jeu de mots avec le podcast à ta couleur, mais vraiment, on le sent. Je pense notamment aussi à Rosalie. Rosalie avec son petit produit Carambole, qui est tellement la vibe à Rosalie. Je trouvais ça le fun de pouvoir connaître, parce que Rosalie, c'est aussi une de mes amies, de pouvoir la connaître plus personnellement, puis de voir à quel point, ouais, j'approuve que c'est vraiment elle, la façon dont c'est présenté, tu sais, j'ai comme eu cette confirmation-là, parce que je peux pas l'avoir avec tous les entrepreneurs quand même, je les connais pas tous personnellement, mais j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça authentique, j'ai trouvé ça accueillant. Ouais, puis c'est drôle parce que Rosalie, tu sais, sûrement que t'en as déjà parlé avec elle, mais c'est quelqu'un qui a tellement, à un moment donné, elle cherchait c'était quoi son archétype de marque, tu sais, puis on lui a dit que c'était comme l'archétype de la girl next door, tu sais, de la personne ordinaire, genre, puis elle était comme déçue sur le coup. Puis ça me fait toujours rire quand elle parle de ça, mais c'est ça, Rosalie, veut pas. Rosalie, elle a une vibe de ça pourrait être ton ami, genre, ben relax, là, comme c'est sa plus grande force, finalement, cette accessibilité-là, pis c'est pas une bibite, Rosalie. Alex, c'est tellement drôle que tu parles de cette anecdote-là, parce qu'on a exactement parlé de cette anecdote-là, justement, au moment où ça s'est produit, puis on était dans un petit café à Québec, je coworkais avec Rosalie, puis bref, elle me disait « Je viens d'apprendre mon archétype », puis tu sais, elle m'a dit « C'est Madame Tout-le-Monde », elle dit « Là, je pars à rire, puis je dis « Rosalie, on a le même archétype! » C'est drôle, moi, je le vois full positif. « Ah oui, comment ça? » Puis là, je me suis mis à y parler, tu sais, de la voisine, la vibe de la voisine, c'est ta voisine, c'est celle d'à côté, c'est proche de toi, tu sais, j'ai dit, t'incarnes beaucoup toi aussi, cette amie-là, puis ça s'est d'ailleurs très bien confirmé avec l'édition du Cabinet des Curiosités. C'est-à-dire que cette confiance-là de l'amie, Rosalie l'a bien incarnée, j'étais vraiment dans le conseil amical, la bonne amie qui veut t'aider, fait que, bref, moi je l'ai vu beaucoup, 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 cet archétype-là qui lui a servi de belle façon. Je dis qu'il lui a servi, mais elle l'incarne naturellement, là. C'est pas un personnage là, qu'elle joue, là, Rosalie, pas du tout. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Ah non, c'est vraiment, pis t'as 100% raison que ça l'a... Tu sais, Rosalie, c'est quelqu'un qui a surperformé au lancement de l'année dernière, là, comme de manière assez... Phénoménal. C'était fou. C'était fou. Ouais, c'était phénoménal, mais hein, là, genre, moi, je capotais un peu pour elle, puis de l'avoir aussi documenté ça
très proche là, dans ses stories, ses émotions, le podcast qu'elle faisait avec Maud Lamont aussi au jour le jour et tout, c'était vraiment intéressant. Bon, Rosalie, les oreilles vont lui sciller. Oui, c'est ça, absolument. On parle beaucoup d'elle dans cet épisode. Ben, c'est une amie commune. C'est pour ça que je pense qu'on la ressent plus. Les deux, on lui parle beaucoup puis on l'aime beaucoup. Fait que ça nous fait un bon point commun. Ben justement, quand tu dis c'était phénoménal, c'était c'était fou, tu sais. Quand on se sent pas extraordinaire, là, quand on se sent peut-être pas assez experte, on a parfois peur de se mettre de l'avant. Est-ce que tu dirais que des petits produits comme ceux du cabinet peuvent devenir un tremplin, peut-être un tremplin doux, je dirais, pour commencer à montrer qui on est à sa façon? Ben, c'est sûr que moi, je pense que oui, tu sais, les gens vont dire que j'ai un gros billet, puis ils ont pas tort. Mais moi, c'est un format que j'adore, entre autres parce que je pense que, surtout les personnes qui sont très expertes de leur domaine, là, qui, by the way, ont tendance à être les personnes qui ont le plus le syndrome de l'imposteur, là, c'est comme directement corrélé. Mais ils ont tendance à avoir le syndrome du tout et dans tout, genre. Fait que là, quand ils veulent créer un produit, ils veulent tout le temps faire une espèce de méga formation / accompagnement qui couvre la moindre petite affaire de leur domaine d'expertise, puis ça demande énormément de travail. Pour le client, c'est un engagement qui est énorme aussi. C'est une épopée, là, bâtir quelque chose comme ça. Je veux dire, moi, je considère que le seul produit que j'ai qui est à ce niveau-là, c'est probablement ma formation en copywriting, puis c'est gargantuesque comme effort faire quelque chose comme ça. Fait que, versus un petit produit, ça t'oblige à te demander, ben si j'avais juste 1 heure ou si j'avais juste 30 minutes pour enseigner une affaire vraiment importante en lien avec mon expertise à quelqu'un, ben c'est quoi que je lui montrerais en premier, tu sais? Qu'est-ce que j'enseignerais en premier? Puis c'est vraiment intéressant comme exercice et souvent comme ça, on va créer quelque chose qui est plus facile à utiliser pour les gens, qui va leur faire vivre une première victoire, en fait, tu sais. D'avoir l'impression OK, c'est peut-être pas aussi difficile que ce que je pensais, le storytelling. Marie-Pierre m'a montré que, j'avais peut-être des pépites qui se trouvaient dans mon histoire, dans mes préférences, tout ça, que je soupçonnais même pas. Hey, c'est vraiment moins compliqué que je pense. Puis le fait qu'après ça, quand ils commencent à raconter leur histoire, ce soit pas parfaitement copyrighté, puis que ce soit pas merveilleux à la virgule près, ben crime, c'est pas grave, pour cette personne-là, t'as déjà fait une différence importante dans sa manière de communiquer, tu sais. Comme tu l'as dit, se mettre en position de réussite, en tout cas du moins, de sentir qu'on a réussi, qu'on a fait peut-être la théorie des petits pas. On va dire, on va faire un pas, une bouchée à la fois, puis de rapailler tout ça, puis à la fin, mais Colin, on se sent peut-être plus solide, même si on n'a pas un programme, justement. Ouais, c'est moins décourageant aussi, je pense. Ouais. En tout cas, du moins. Puis c'est difficile. J'avoue que c'est un exercice difficile de faire un petit produit, tu sais. Puis je pense que c'est un des défis que nos bundleistes ont, tu sais, de réussir à transmettre, décider quoi prioriser, comment transmettre, quoi. C'est difficile pour ces experts-là, tu sais, ça leur demande beaucoup d'efforts, puis des fois, c'est même plus difficile que de faire un long accompagnement personnalisé pour plusieurs, mais le résultat est hyper intéressant, puis... Ouais, vraiment fière des produits qu'on a dans le cabinet cette année, là. Il y en a beaucoup que j'aime et que j'ai déjà fait au moment où on enregistre. Oui, c'est vrai, hein? Toi aussi, t'es allé les yeuter, c'est sûr. Aller vraiment rentrer dedans, parce que c'est une chose des sélectionner pis tout ça, mais de rentrer dedans après, puis vraiment d'aller les tester, c'est... Wow! Ouais, moi aussi, j'ai... Ah ouais, vraiment. Puis moi, j'aime aussi voir comment les gens... créer l'expérience autour. Tu sais, je trouve qu'on apprend autant de la matière du produit que de la façon dont c'est présenté. Puis tout ça, en tout cas, pour moi, qui crée des infoproduits, c'est énormément riche de voir les façons de faire des gens. J'aime ça. J'aime ça permet ça, le cabinet, c'est vrai. Puis là, t'amènes la prochaine question, Alex, là, parce que ton univers tourne beaucoup autour de la persuasion, on l'a dit, du pricing aussi, de l'intelligence artificielle. Mais cette année, dans le cabinet, c'est quoi ton petit produit que tu offres? Hey, ça a été un questionnement existentiel. J'ai changé de petit produit que j'offre dans le cabinet à peu près 12 fois cette année. Là. Pour vrai? Ça a quand même été difficile. J'ai décidé d'offrir quelque chose qui se trouve à mi-chemin, à la croisée de 2 de mes expertises. Fait que j'y suis allée avec un de mes BFF, donc un de mes bots futés et fidèles. Je donne dans le cabinet cette année Carole, qui est mon BFF qui t'aide à faire des carousels. Fait qu'on a de l'IA parce que Carole, c'est un assistant qui fonctionne
avec ChatGPT, c'est un GPT personnalisé, mais on a du copywriting parce que son travail, c'est de t'aider à faire des bons carousels. Je l'ai entraîné sur mes propres carousels. Fait que c'est sûr qu'il va avoir un petit biais, Alex Martel, dans sa façon de faire. Au niveau, justement, de ma méthode pour créer du contenu, tu sais. Moi, j'aime les contenus qui ont un angle hyper spécifique, genre. Tu sais, pas comment écrire une bonne page de vente, mais comme un morceau de ça, là, puis le développer, bref. Fait que ça va être beaucoup ça, son approche. Mais c'est un petit bot qui est super intéressant, super le fun à utiliser, très ludique, puis justement, c'est un très bon petit produit parce que tu l'ouvres et tu peux déjà t'en servir immédiatement. Ça demande pas 60 000 explications et... ouais. J'adore. Moi, j'utilise déjà Serge. Ah ouais, un pour autre les de tes segways. petits bots que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ouais, Serge, c'est mon compagnon. Ouais. Toi puis Mon Valentin. assistant. Ouais, moi puis Valentin, on l'utilise beaucoup. Valentin aussi. Valentin aussi, c'est un bon utilisateur de Serge. Ça Serge, c'est mon pote, là, on va le dire. Fait que j'ai hâte de voir Carole. Je trouve ça ouais. tellement original, les noms de tes robots. J'ai du fun à les nommer, là, c'est con, là, mais ouais. Puis même... tu sais, trouver avec Aimé, ça va être quoi leur look un peu, puis tout ça. Beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir. Là, on en a nommé 2, mais mettons, dans ton univers, t'en as combien de bots de créer? Là, au moment où l'épisode va être publié, je devrais être rendue à 8. OK, quand même. Parce que au moment où on enregistre, je m'apprête à en sortir 2 autres qui vont être Apollon. Apollon! Oui, qui aide à travailler justement un peu ta page à propos, puis tes mini-bios aussi. Parce que moi, un besoin que j'ai, c'est que je donne souvent des conférences. Et chaque conférence que je donne, comme j'ai plusieurs expertises différentes, ben je dois tout le temps modifier un peu ma mini-bio. Parce que des fois, je parle d'IA, des fois, je parle de copywriting. Puis là, je veux, dans ma mini-bio, crédibiliser cet aspect-là de mon expertise en particulier. Fax, il va être capable de réécrire ta mini-bio en fonction de tes besoins. Donc, j'ai Apollon. Et je vais avoir Clément, qui est... Clément, Deux hommes. que j'aime beaucoup. Clément, c'est le nom du concierge de mon école primaire. On le salue. C'est lui qui t'a inspiré, ce nom-là, travailler ton client idéal, en fait. En fait, j'essaie de faire des altérations avec les noms de mes bots. Fait que, tu sais, client idéal, c'est elle. À propos, Apollon. Carole, Carousel. Je m'amuse comme ça. Oh mon Dieu, j'avais même pas fait le lien. C'est savoureux. J'adore. Wow. Ouais, j'ai du fun. Moi, je suis beaucoup inspirée par les contraintes. Hein. Pour les personnes qui ont BFF puis qui nous écoutent, ce serait très intéressant de mixer la fonderie avec Apollon. Oui, alors, ben c'est ça, là, j'entends parler de page à propos. Toute la réflexion que j'ai prise dans la fonderie, là, je la pitcherais. Ah ouais, ben oui, un coup qu'on a nos pépites, tout à fait, un coup qu'on a nos pépites. J'ai envie de dire, tu sais, il y a 10 pépites de connexion dans la fonderie, là, à découvrir. Puis ce que je dis, c'est, t'as 2-3 pépites sur les 10 que t'as trouvées, let's go! Utilise-les! T'sais, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir les 10 parfaitement alignés pour pouvoir se mettre en œuvre, là. D'ailleurs, je donne des espèces de séquences, des espèces de gabarits, tu sais, où est-ce que c'est 5 pépites seulement. Au lieu d'avoir les 10, tu peux décider d'en prendre juste la moitié, puis même moins. Puis pitcher, justement, dans l'IA, après, si t'as le goût. L'idée ici, c'est vraiment de partir sûr que de soi, tu sais. Ça sera jamais aussi bon que quelque chose que tu aurais écrit toi-même et pris le temps de bien copywriter, si tu as les compétences ou d'engager quelqu'un. Mais il y a une notion en business aussi de vaut mieux fait que parfait. Là. Je pense que pour beaucoup d'entrepreneurs, je veux dire, ma page à propos, elle serait à refaire en ce moment, là, parce que j'ai évolué, puis c'est quelque chose que vous allez retravailler au fil du temps aussi. Oui, tout à fait. J'adore que tu dis. Ouais. J'adore que tu dis « mieux vaut fait que parfait », qui était mon mantra de 2024, d'ailleurs. Mon mantra d'entrepreneur de 2024. Ben, je suis pas la seule à l'avoir, là. On est plusieurs dans ce club-là, là. Mais oui, exact. Fait que je suis totalement d'accord. Alex, si on veut continuer la conversation avec toi après l'épisode, où tu aimes le plus connecter avec les gens, où tu préfères qu'on vienne te lire, te suivre ou te jaser? C'est sûr que mon infolettre, c'est vraiment un bon spot pour me trouver. Mon infolettre est sur mon site web, là, soit lesmotspourvendre.com, soit alexemartel.com aussi. Vous allez trouver ça.
Mon infolette, vraiment, définitivement. Sinon, ces temps-ci, je suis quand même sur Instagram, je fais des carousels à la main, j'ai beaucoup de fun à faire ça. Pas mal mon réseau du moment. Je suis moins sur LinkedIn, mais tu sais, ça varie, puis je pense que c'est une des choses avec lesquelles je me laisse beaucoup de liberté aussi, là, de varier les canaux, puis tout ça, là. Fait que, tu sais, l'infolettre, c'est celui qui reste toujours là. Ouais, j'adore lire tes infolettes. C'est toujours un rendez-vous Merci. pour moi. Merci, Alex, pour ton passage au podcast À ta couleur. Puis à toi qui nous écoutes, j'espère que cette conversation-là avec Alex t'a donné envie d'aborder ton texte à propos avec un peu plus de légèreté, beaucoup plus d'authenticité. Si tu veux aller plus loin, je te rappelle que le cabinet des curiosités est en cours. 124 petits produits pour t'accompagner dans ton parcours d'entrepreneur pour seulement 299 $. Et là, j'ai pas la conversion en euros, Alex. Je me rappelle plus, mais bref. Ça va être 199 €. 199 €. Merci, merci. Donc, c'est un coffre au trésor qui est rempli d'outils concrets puis inspirants. Puis, cette année encore, tu peux choisir à qui t'offre la commission de ta vente. Donc, si t'aimes mon travail puis que t'as envie de m'encourager dans ce que je fais, tu trouveras mon lien affilié dans les notes de l'épisode. Puis, ben, on se donne rendez-vous pour un prochain épisode avec, pour inviter, le copilote d'Alex pour le cabinet des curiosités, Charles d'Avignon, qui va venir parler de pourquoi la pub toute seule ne suffit pas, comment ton histoire peut devenir le moteur derrière tes ventes. Donc, un épisode qui va sortir dans quelques jours, là, en plus. Là, restez à l'affût, là, ça s'en vient. On sort les épisodes à un rythme plus rapproché dans cette saison-ci. Donc, merci, Alex, puis je te dis à bientôt! Merci, Marie-Pierre! Merci d'avoir été là. C'est toujours un privilège de te savoir quelque part assis avec moi sur ma galerie. J'espère que ça t'a donné envie de t'arrêter un instant, juste assez pour te recentrer, te déposer, puis peut-être découvrir une pépite de connexion que tu n'avais pas encore vue en toi. Si le cœur t'en dit, abonne-toi, puis prends un instant pour laisser 5 étoiles ou un petit mot. C'est tellement la meilleure façon de faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs. C'est comme une chaise de plus qui s'ajoute sur ma galerie. Plus on est nombreux à s'y asseoir, plus les conversations voyagent loin. Puis si quelque chose t'a touché aujourd'hui, partage-le en story puis tag-moi, la voisine pro. J'adore te lire puis repartager tes réflexions. À bientôt pour un autre épisode à ta couleur.